Bonjour à tous, merci de cette introduction. Donc, effectivement, s'il y a bien un domaine où on va parler de recommandations, de médecine personnalisée et de décisions partagées, ça va être en oncologie. Et donc, le propos que j'aimerais développer avec vous pendant les 15 prochaines minutes, tous à cette chimiothérapie qu'on fait occasionnellement après la chirurgie et où cette décision, elle doit être partagée. Il y a des recommandations et on verra comment partager cette décision avec le patient. J'aimerais évidemment parler du suivi parce qu'il est important, l'impact de la nutrition et du mode de vie et puis finalement, j'aimerais conclure avec un peu le futur. Alors, si on doit discuter d'une chimiothérapie adjuvante, cette fameuse chimiothérapie après la chirurgie, elle se discute en fonction de facteurs de risque d'une récidive. Comme vous pouvez le voir sur cette slide, le risque, il est calculé en fonction de caractéristiques cliniques et pathologiques. Les caractéristiques pathologiques importantes pour la récidive, ce sont la taille de la tumeur et le pourcentage de ganglions qui seront envahis par le cancer. Eh bien, si on prend l'exemple des recommandations européennes pour le cancer du côlon, recommandations qui datent de 2020, pour une tumeur de stade 2, c'est-à-dire une tumeur de taille T3, T4, mais sans ganglions envahis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà une stratification du risque. Cette stratification utilise des facteurs de risque pathologiques. Alors, si on a la chance d'être à bas risque, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de chimiothérapie et on va directement rentrer en follow-up. Si par contre, vous avez un de ces facteurs de risque, et vous noterez ici le CEA préopératoire, ça donne un risque intermédiaire. Et là, subtilité ou développement, plutôt de l'oncologie de 2020, on va rechercher l'instabilité microsatellitaire, c'est-à-dire, comme dans le syndrome de Lynch, est-ce que les protéines de réparation de l'ADN sont défectueuses, 15% des cancers du côlon. Si c'est le cas, votre pronostic est meilleur, ou le pronostic du patient est meilleur, auquel cas il n'y a pas besoin de chimiothérapie. À l'inverse, si on a un status microsatellitaire stable, il y a un risque un peu augmenté et on propose une monothérapie de chimiothérapie, une monothérapie de 6 mois de 5-fluorouracil, soit sous forme de comprimé, soit sous forme intraveineuse. Si vous faites, ou si le patient a des facteurs de risque plus importants, comme vous pouvez le voir, les recommandations penchent pour un doublé, un 5-fluorouracil avec de l'oxaliplatine pendant 3 à 6 mois. Et donc ça, c'est quand même pour des stades 2 qui ont un meilleur pronostic, comme on le sait, que les stades 3. Si on passe maintenant au stade 3, vous pouvez voir que tout patient va avoir une chimiothérapie. On va le sous-classifier en bas risque, haut risque, le bas risque étant des tailles un peu plus petites et moins d'invasion ganglionnaire. Et puis concrètement, on arrive dans ce magma de recommandations où 3 mois, 6 mois de chimiothérapie, finalement, ça paraît être à peu près kiff-kiff bourricot. Comme on va s'en rendre compte, c'est absolument pas le cas. Et c'est là où la décision partagée va être très importante. On a la chance d'avoir une grande étude qui a été effectuée en Europe, 12 000 patients. Et les patients ont été traités soit avec 3 mois de chimiothérapie, soit avec 6 mois. Voilà les résultats. Si vous n'arrivez pas à les voir, c'est normal parce que les deux courbes sont superposées. Donc concrètement, quand vous voyez ça, vous vous dites, au final, c'est kiff-kiff bourricot. Eh bien non, parce que nos statisticiens passent derrière et vous disent c'est une non-infériorité. Et au final, faire 3 mois de chimiothérapie, c'est quand même pas si bien que faire 6 mois. Cliniquement, ça fait aucun sens. D'accord ? Et donc je pense que c'est là où le propos du docteur Agoritsas est très important. Quand on voit des chiffres comme ça, il faut le remettre dans le contexte clinique. 3 mois de chimiothérapie, c'est amplement suffisant. Si cette slide ne vous a pas convaincu, voici la toxicité de cette chimiothérapie. Vous avez ici une toxicité de grade 3, c'est-à-dire avec un impact sur toutes vos activités de la vie quotidienne. Une toxicité de grade 4 représente une toxicité avec un impact potentiellement létal. Ce que vous pouvez vous rendre compte, c'est qu'on fait plus de chimiothérapie, on a évidemment plus de complications, et spécialement la neurotoxicité qui est triplée. Donc, très clairement, ce surcoût de toxicité est globalement inacceptable. Mais est-ce que tout le monde doit être rangé à la même ancienne? Est-ce que finalement, il faut faire tout le monde
3 mois de chimiothérapie. Et c'est là où ce diagramme est très important dans notre pratique quotidienne et nous permet de partager une information sur le bénéfice de faire une chimiothérapie ou de ne pas la faire et sur la durée. Laissez-moi vous guider. Voici tous les stades 3, toutes les différentes classifications de stade 3. En bleu, vous avez l'impact de la chirurgie sur votre risque, ou plutôt votre chance de ne pas récidiver. C'est-à-dire que T1N1, 80% des patients seront guéris par la chirurgie seule. Et donc, le petit bonus en dessus représente l'impact de la chimiothérapie. Donc, ces patients ont une maladie absente, et puis, ceux-là, malheureusement, vont avoir une maladie résistante à la chimiothérapie. Et donc, voici le bénéfice de la chimiothérapie. Et donc, c'est très important, et c'est ce qu'on fait dans notre clinique, de partager avec les patients et avec ce diagramme l'impact pour chacun du bénéfice de faire, comme vous pouvez le voir en gris, 3 mois de chimiothérapie ou 6 mois, et vous voyez que le bénéfice est absolument marginal. Il peut être marginal pour une personne, il peut être très important pour une autre. Je ne vous dis pas quand vous avez 45 ans et puis qu'on vous diagnostique quand même un cancer pour lequel vous n'avez pas eu de coloscopie de dépistage, peut-être que ces 2% vont être importants pour vous. Et la discussion, à ce moment-là, de la décision partagée est très importante. Peut-être qu'on fait trop de suivi. C'est une étude française, 2000 patients de stade 2 et 3. Et là, les Français ont été très pragmatiques. Ils ont d'abord fait une première randomisation. On va faire le CEA à tout le monde, tous les 3 mois, versus on ne fait pas de CEA, on arrête. Deuxième randomisation, on fait des scanners et des ultrasons abdominaux tous les 3 mois pendant 3 ans, ou on fait qu'un ultrason abdominal et une radio du thorax. Je ne vais pas aller dans beaucoup plus de détails pour vous montrer que ça ne change rien sur la survie d'avoir un suivi extrêmement intensif, ni sur la détection des récidives. Et donc, ceci a eu un impact majeur parce que quand vous voyez arriver de tumor board une petite annotation qu'il faut faire, on se reporte aux recommandations de la Société suisse de gastro-entérologie qui vont changer cette année. Et j'ai eu le plaisir avec le professeur Ries, qui sera le prochain orateur, de les mettre à jour. Donc voici ces nouvelles recommandations qui n'ont pas été encore officiellement validées, mais pour les stades 1, il n'y a aucune indication à faire un suivi radiologique. Comme vous pouvez le voir, c'est un suivi clinique, biologique et endoscopique. Ces recommandations n'ont pas changé. Voici les recommandations pour les stades 2 et 3 à bas risque. Attendez avant de prendre la photo, parce que ça, c'était les anciennes. L'impact de l'étude française montre qu'on va diminuer le suivi radiologique pour ces patients qui n'ont pas le même risque. Donc ça ne sert à rien de les exposer à des scanners intempestifs. On passe maintenant au stade 2 et 3 à haut risque. Ceci n'aura pas changé par rapport à nos dernières recommandations, un suivi radiologique, clinique et biologique relativement étroit. Si on passe maintenant à un autre organe, parce qu'il s'agit ensuite du rectum, là aussi, de nouvelles recommandations sont arrivées et on a diminué, et on va diminuer le nombre de suivis radiologiques. Je répète, le cancer du rectum, c'est quelque chose où on va aussi effectuer un suivi local, d'où l'intérêt de l'IRM pelvienne et de la rectoscopie. Dernière recommandation que j'aimerais vous montrer, et c'est un changement de paradigme. Peut-être qu'un jour, on n'opérera plus les patients. C'est déjà le cas pour un petit nombre de patients avec des cancers du rectum, environ entre 15 et 30%. On n'opère plus ces patients. On est dans un programme de watch and wait, comme certains le sont pour le cancer de la prostate. Mais à ce moment-là, comme vous pouvez le voir, ce suivi est nettement plus intensif, étant donné qu'il y a un vrai challenge à diagnostiquer la récidive locale si celle-ci intervient. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et voici ce qu'on appelle un normogramme, donc ça nous donne un peu une idée du risque de différentes choses. Et moi, j'aimerais vous parler de trois choses en particulier, de l'aspirine, de l'exercice et de la nutrition. Alors, l'aspirine, on a des grandes séries populationnelles. Ici, c'est une série de 150 000 praticiens et infirmiers australiens qui a montré que chez ces personnes qui ont diagnostiqué d'un cancer, s'ils prennent de l'aspirine après leur diagnostic, il y a un petit bénéfice sur le risque de décéder de ce cancer.
Et puis, les datas ont été un petit peu maturées et ont été examinées à la loupe de la médecine translationnelle. Et en fait, on se rend compte que tout le bénéfice est en fait dans un sous-groupe de patients avec une mutation bien particulière, la mutation PI3 qui diminue votre risque, une fois que vous avez été diagnostiqué du cancer, de 80%. Donc ça, c'est dans la population mutée, et ça, c'est dans la population wild-type. Les études prospectives sont en cours, la Suisse a participé, Genève a participé dans une étude randomisée internationale. On n'a pas encore les résultats. 2 bras, 100 mg d'aspirine pendant 2 ans versus un placebo. Le grand problème avec l'aspirine, vous le connaissez tous, c'est quel dosage, combien de temps, quand est-ce qu'il faut la prendre, mais on espère que dans les prochaines années, on pourra répondre à cette question. Accessoirement, c'est quand même 17% des cancers du côlon. L'activité physique, ça peut diminuer le risque d'une récidive. On utilise ici une unité un petit peu spéciale qui s'appelle le MET, le Metabolic Equivalent of Task. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment comparer quelqu'un qui va faire du jardinage à quelqu'un qui va faire de la course à pied. Pour diminuer votre risque, vous devez faire 9 mètres par semaine, ce qui est équivalent à faire, si on imagine que c'est environ 4,5 ici, eh ben c'est 2 heures de marche à une vitesse de 6,4 km/h par semaine ou 1 heure de natation par semaine. Donc c'est important quand on a un patient de lui dire conserver une activité physique, et donc tous nos patients, nous, on les inclut, on leur propose de participer à notre programme d'activité physique pendant ou après le diagnostic, pendant ou après les traitements. Et puis la nutrition, alors on commence à aborder cette grande question, est-ce que ça peut avoir un impact? Alors dans cette étude prospective américaine, comme vous pouvez voir, il y avait certaines choses qui possiblement vont modifier le risque de cette récidive, boire un peu plus de café, manger des noix, manger du poisson à chair brune, des végétaux riches en lycopène. Alors j'ai dû chercher parce que c'est vrai que je ne les connaissais pas tous, comme vous voyez c'est plutôt dans les pays chauds, tomates, pastèques, pamplemousse. Les boissons sans édulcorants, il faut essayer de les éviter, les grains raffinés et puis le contrôle du poids. Mais tout ça, est-ce que tout ceci finalement a un impact? Parce que c'est bien joli, mais vraiment, est-ce qu'on a un impact clinique? Eh bien oui, on a très clairement un impact clinique. Si votre risque basé sur des paramètres cliniques et pathologiques, il est bon, on a vu, il y a des bons risques, donc vous avez 91% de chances d'être guéri. Maintenant, si vous faites partie du groupe avec une excellente hygiène de vie, que vous bougez et que vous êtes adhérent à la meilleure nutrition, vous voyez que ce bénéfice augmente. Par contre, si vous êtes coach potato et que vous gavez de burgers, comme on peut voir, ça clairement va diminuer, va augmenter le risque d'une récidive. Et ceci est vrai, quel que soit votre risque. Et en fait, c'est même majeur pour les très hauts risques. Donc oui, il y a un vrai impact, et en fait, l'impact est probablement même plus important, comme vous pouvez voir ici, que de faire de la chimiothérapie. Donc je pense que très clairement, il faut que ça rentre maintenant dans notre pratique quotidienne de contrôler aussi ces facteurs. Le futur, mieux déterminer le risque de récidive, et je vais simplement vous brocher en 1 seconde quelque chose qui est très important, qui s'appelle l'immunoscore, c'est la quantité de cellules immunitaires dans votre cancer. Peut-être que ça va avoir un impact assez dans les prochaines années. Une slide sur ce qu'on appelle la biopsie liquide. J'aimerais challenger mes collègues chirurgiens en leur disant, moi je pense qu'on fera bientôt plus de chirurgie pour le cancer du côlon microsatellite instable, peut-être même l'année prochaine, on va avoir ça. Et donc, c'est l'impact de l'immunothérapie chez ces patients. Immunoscore, on compte les cellules immunitaires dans le cancer. Ici, ce sont le CD3, donc le lymphocyte T, le CD8, le lymphocyte T cytotoxique, et on en fait une densité. On sait déjà que ça nous aide à classer, vous vous souvenez, le T3N1, le bon pronostic. Eh bien, s'il est bon pronostic, plus il est plein de lymphocytes, vous voyez qu'il y a déjà une différence, et je vous garantis qu'elle est statistiquement significative. Et puis pour les mauvais pronostics, si ces mauvais pronostics ont des lymphocytes à l'intérieur, eh bien on améliore leur pronostic. Alors c'est pronostic, ça amène une information supplémentaire au TNM, mais est-ce que ça va changer notre prescription? Eh bien oui, peut-être. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que chez ces mauvais pronostics, où on aurait beaucoup de lymphocytes, eh bien peut-être, malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que 6 mois de chimiothérapie font quand même mieux que 3 mois de chimiothérapie. À l'inverse, pour ces
mauvais pronostic sur le TNM, mauvais pronostic avec l'immunoscore. 3 mois versus 6 mois, il n'y a pas de différence. Vous êtes malheureusement, on n'arrive pas à modifier ce pronostic. Et on est en train d'examiner au niveau européen de savoir comment faire une étude pour incorporer cet immunoscore dans notre décision. La fameuse biopsie liquide, à quoi ça correspond? Eh bien, c'est simplement la captation, l'interrogation et l'analyse de ce qui se trouve dans le sang périphérique et qui est relargué par la tumeur. J'aimerais juste vous montrer, et ce sera mes 3 dernières slides, l'impact de l'ADN tumoral circulant dans une étude japonaise. Ce sont des patients qui avaient une maladie localisée, ils ont tous été réséqués et 1 mois après la chirurgie, on a mesuré si oui ou non il y avait de l'ADN tumoral dans le sang des patients. Si vous n'avez pas d'ADN tumoral, vous ne récidivez pas. Si vous avez de l'ADN tumoral, comme vous pouvez voir, votre risque de récidive est augmenté. Et ce biomarqueur va arriver et arrivera probablement dans les prochaines années, je l'estime personnellement à moins de 5 ans, dans notre pratique clinique. Ce qui est aussi intéressant, c'est que si malheureusement vous avez, c'est la ligne verte, si vous avez de l'ADN tumoral, mais que la chimiothérapie permet de la clearer, comme vous pouvez le voir, votre pronostic, il est équivalent. Et donc, ça va nous permettre de dichotomiser, d'avoir une analyse beaucoup plus fine du risque et du bénéfice de nos chimiothérapies. Voilà, j'aimerais challenger mes collègues chirurgiens avec cette dernière slide. C'est une toute petite étude faite en Hollande, dans laquelle 40 patients ont été recrutés. 20, chaque histone représente un patient. Les histones rouges sont des patients avec des syndromes de Lynch, à qui on a donné de l'immunothérapie. Vous avez donc, chaque patient est une histone, et puis sur l'axe des ordonnées, c'est le pourcentage de régression du cancer. Globalement, 60% des patients n'avaient plus de cancer à la chirurgie. Et donc peut-être que dans le futur, il y a une microplace pour ces patients qui représentent environ 15% des cancers du côlon localisés. Ma slide de conclusion, je pense qu'aujourd'hui, le traitement adjuvant, c'est 3 mois, absolument. 6 mois, je pense que ça a très peu de place, mais c'est avant tout une décision partagée. Comme vous avez pu voir, le suivi est en cours de désescalade et de personnalisation. La nutrition et l'activité physique impactent clairement les risques de récidive et il faut les incorporer dans la prise en charge globale de nos patients. L'aspirine n'a pas encore sa place, mais très certainement on va l'avoir dans les prochaines années. Et avec ça, je vous remercie de votre attention.